Le 20 décembre dernier, soit le dernier dimanche avant Noël, une très grande usine explose dans un bruit de tonnerre, l'explosion étant suivie d'un gigantesque incendie qui réduit en poussière l'usine en question. Dieu merci, les ouvriers étaient en pause-repos dans un immeuble éloigné de l'usine. Le carnage qu'aurait pu produire cet énorme sinistre était donc évité. Les médias français, je veux parler de ceux que l'on appelle les médias mainstream, n'en pipaient mot. Des actualités infiniment plus importantes passaient en boucle à la radio, à la télévision, dans les journaux papier. Un chat était écrasé au péage de Lyon. Une dame de 99 ans était verbalisée parce qu'elle ne portait pas son masque. Macronus avait perdu 12 grammes à la suite de son Covid, etc., etc., etc. En outre, l'usine en question se trouvait à Taïwan. Nous, les Français, on ne va pas commencer à s'intéresser à une minuscule petite île qui ose défier la Chine communiste. Si l'usine avait explosé, c'est qu'à l'évidence, les Taïwanais sont totalement sous-développés et ne savent pas empêcher leurs usines d'exploser. Il est grand temps qu'ils se fassent absorber par la Chine qui, tel le loup, attend le moment favorable pour les dévorer d'un seul coup. Au fait, c'est quoi qu'elle produisait la grosse zizine réduite en poussière, dont l'incendie a sûrement contribué à détruire la planète, la Lune et quelques milliards d'étoiles, comme va bientôt l'expliquer Greta Thunberg, la reine de l'écologie mondiale. Alors, c'est quoi donc qu'elle produisait la grosse zizine de Taïwan? Eh bien, elle produisait de l'hydroxychloroquine. Elle était même le deuxième centre de production mondial d'hydroxychloroquine. Et là, je dis, c'est vraiment pas de bol. N'importe quelle grosse zizine aurait pu exploser dans le monde. Il a fallu que ça tombe sur le deuxième centre de production mondiale d'hydroxychloroquine. L'on pourrait se dire, s'agit-il d'un acte criminel? À l'évidence, la réponse est non. Une énorme explosion, c'est forcément naturel. C'est un événement qui provient d'un mélange d'oxygène, d'hydrogène, de particules d'hydroxychloroquine, d'haleine des ouvriers, d'azote et d'huile d'olive. Vous mixez le tout et tout explose. Fini la production d'hydroxychloroquine. L'on raconte que les présidents de tous les laboratoires préparant ou fabriquant le vaccin contre le Covid ont massivement écrit à Didier Raoult pour lui présenter leurs condoléances attristées. Je trouve que cela est très beau et particulièrement rassurant. Sur cette conclusion ultra positive, je vous quitte en vous souhaitant une très belle soirée. Audrey Pulvar fait comme ces journalistes incontournables du système. Elle virevolte de télévision en radio pour porter bien haut le flambeau de son gauchisme et de sa féminitude. Elle a été quelque temps l'égérie de Laurent Ruquier, a fait des petits tours à la radio avant de s'engager aux côtés d'Anne Hidalgo à Paris. Audrey Pulvar est un esprit éclairé, mais c'est aussi une grande historienne. Elle s'est donc fondue d'un tweet mémorable pour fêter l'anniversaire, non pas du petit Jésus en cette période de Noël, mais du Parti communiste français qui vient de souffler ses 100 bougies. Je la cite parce que ça vaut son pesant de goulag. Le PCF aura bientôt 100 ans. Ce grand parti a tant compté dans l'histoire de l'émancipation et celle de la conquête des droits des travailleuses et des travailleurs. La caricature dont il fait parfois l'objet résiste peu à l'examen des faits. Bon anniversaire, chers camarades. Fermez les guillemets. Naturellement, je vous fais grâce de l'écriture inclusive, ça ne passe pas à l'oral.
Après ma chronique, vous pourrez fouiller la toile. Vous aurez du mal à trouver le tweet en question. Et pour cause, Madame Pulvar a fini par l'effacer en douce devant la levée de bouclier qu'il a suscitée. Il y a quand même un semblant de justice à l'heure des réseaux sociaux. Effectivement, il y a de quoi lever le bouclier, c'est sûr, lorsque nous lisons ou nous entendons de pareilles âneries. Madame Pulvar fait donc des révérences et des courbettes à un parti qui a le culot de porter un nom associé à 100 ou 150 millions de victimes accumulées tout au long du siècle passé. Madame Pulvar nous indique donc que le Parti communiste aurait un rôle dans l'histoire de l'émancipation des travailleurs et des travailleuses. Ah bon ? Je découvre. Les premières lois sociales dans notre pays ont été votées à une époque où il n'existait pas encore. Même à l'époque des fameuses lois du Front populaire, le Parti communiste français s'est bien gardé de participer au gouvernement. Fastoche après cela de crier victoire et de jouer les émancipateurs. Belote et rebelote en 1945. Le Parti communiste français n'était pas aux commandes quand furent mises en place les lois sociales de la libération. Mais le plus consternant se trouve à la fin de son tweet. Audrey nous assure que les pauvres petits choux communistes sont méchamment caricaturés. Je la recite. « Tout ça ne résiste pas à l'examen des faits. » C'est curieux, un certain Vladimir Ilitch Ulyanov, dit Lénine, avait coutume de dire que les faits sont têtus. Voyons de quels faits peut bien parler Madame Pulvar. De quoi la Pulvar parle-t-elle? Des millions de morts de la guerre civile russe, assumés par le congrès de Tours qui donne naissance à la section française de l'Internationale communiste? De quoi la Pulvar parle-t-elle? De l'exquise entente entre l'URSS et l'Allemagne nazie de 1939 à 1941, permettant à l'armée allemande de concentrer toutes ses forces à l'ouest, étant totalement tranquille à l'est, ce qui a grandement favorisé l'épouvantable défaite de notre pays? Accessoirement, cela n'a-t-il pas permis au journal communiste L'Humanité de continuer à paraître malgré l'occupation de la France? De quoi la Pulvar parle-t-elle? Des délicieux poèmes chantés par Aragon en l'honneur de Staline, le petit père meurtrier de son peuple? En fait, tout cela ne serait que des mensonges, puisque la grande historienne Pulvar le dit. L'on se demande finalement pourquoi Audrey Pulvar ne prend pas ses clics et ses claques et n'émigre pas en Corée du Nord, bras dessus, bras dessous, avec les 3 derniers adhérents du Parti communiste français qui végètent sur notre sol. Ils y seraient tellement plus à l'aise. En souhaitant bon voyage à ces 4-là, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain. Le professeur Didier Raoult vient donc de se faire attaquer en justice par l'Ordre des médecins pour charlatanisme. Le débat fait désormais rage entre les scientifiques et les charlatans. Essayons d'y voir plus clair. À la lumière de la problématique du Covid-19, qui sont les scientifiques et qui sont les charlatans aujourd'hui en France? Commençons par les scientifiques. Lorsque des membres du gouvernement, épaulés par un comité scientifique, relayé par le monde médiatique, déclarent que tout port de masque est totalement inutile, pour déclarer quelques semaines plus tard que le port du masque est bel et bon, pour déclarer quelques semaines plus tard qu'il est interdit de ne pas porter de masque, pour déclarer en même temps que le stock de masques disponible est suffisant pour la France, et déclarer un peu plus tard qu'il n'y a pas suffisamment de masques en France pour que tout le monde puisse en porter, nous pouvons considérer que nous avons affaire à de vrais scientifiques.
Lorsque les mêmes imposent arbitrairement le remdesivir pour soigner de façon miraculeuse les malades atteints par le Covid-19, après en avoir acheté à l'étranger des volumes considérables pour un prix considérable. Puis suivent l'Organisation mondiale de la santé qui déclare ultérieurement qu'il s'agit d'une médication dangereuse, puis arrête brutalement tout traitement par ce médicament dont les stocks accumulés sont désormais totalement inutiles. Nul doute n'est possible, nous avons affaire à de grands scientifiques. Lorsque les mêmes interdisent l'hydroxychloroquine pour soigner la maladie, en développant une argumentation scientifique d'exception qui tient en 2 mots « non à l'hydroxychloroquine » sans aucune autre explication, il n'est plus possible de considérer qu'ils ne sont pas des scientifiques de très haut vol. Du côté des charlatans maintenant, les choses sont également on ne peut plus simples. Lorsque Didier Raoult indique dans son bilan 2020 que son organisation a testé plus de 350 000 personnes, a soigné 20 000 personnes à l'hôpital et a enregistré un taux de décès compris entre 0,5 pour 1000 et 1 pour 1000, soit le taux de décès le plus faible au monde, avec l'Islande, il saute aux yeux que nous avons affaire à un charlatan. Phénomène aggravant, le professeur traficote ces chiffres puisqu'il ne vous a pas échappé que 380 000 plus 20 000 égale 400 000, chiffre évoqué par le président de la République il y a quelques semaines pour indiquer le nombre de morts possibles. Cette addition charlatanique de Didier Raoult aboutit au chiffre miraculeux de 400 000 personnes qui, à l'évidence, vont mourir pour qu'il y ait concordance entre son action mortelle et les chiffres du président. Son charlatanisme incontestable prend l'allure d'un gigantesque chemin de mort. D'ailleurs, si la seconde usine de production d'hydrochloroquine au monde située à Taïwan vient d'être intégralement détruite par une miraculeuse explosion, cette odeur de soufre doit avoir quelque rapport avec le charlatanisme diabolique raoultien. L'affaire est grave. Il n'est pas possible d'en rester là. Les charlatans doivent subir la punition qu'ils méritent. Un immense bûcher doit être installé place de la Concorde et le professeur sorcier Raoult doit être brûlé publiquement. Bien sûr, cela produira du réchauffement climatique et détériorera gravement la planète. Mais tant pis, pour cette fois, cela est trop grave. Le nuage produit par le bûcher, d'ailleurs, détruira tous les Covid se promenant dans l'air, cela est prouvé scientifiquement. Afin de préserver l'avenir, il n'y aura plus qu'à vacciner la population avec un vaccin miraculeux dont rien ne prouve l'efficacité et dont aucune conséquence n'a été analysée. Cette vaccination totalement scientifique révèle le génie des scientifiques incontestables et la stupidité criminelle des charlatans raoultiques. Sur cette conclusion vaccinalement, scientifiquement miraculeuse, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain. L'année 2020 se sera terminée tristement pour les tristes sires du royaume de la bien-pensance. En l'espace de quelques jours, ils auront vu triompher sur les écrans la famille Lefebvre, blanche, nombreuse, catho, tradie, faisant de la musique classique, atroce. Et comme si cela ne suffisait pas, une élection de Miss France couronnant une femme. Quelle idée! Une élection de Miss France mettant les femmes à l'honneur, de la ringardise à l'état pur, et en plus une femme blanche avec un nom français de souche. Mais quel scandale! Horrible! Et enfin, comme si ça ne suffisait toujours pas, une dauphine Miss Provence, blonde et blanche, elle aussi, mais surtout d'origine israélienne. Ah non! Cette fois, c'est trop, c'est tout muche, comme on dit en anglais avec une prononciation française. Il y a de quoi faire une indigestion quand on est quoi au juste? Eh bien, quand on est de gauche, progressiste, haineux,
LGBT, féministes, garde-banlieue adeptes d'un antisémitisme primaire et viscéral. Les réseaux sociaux ont bruissé de commentaires tout aussi répugnants les uns que les autres sur ces héros et ces héroïnes qui avaient pourtant mis un peu de baume sur nos petits cœurs de Français franchouillards face de craie, bien malmenés par le monde de la haine de soi. Nous avons pu croire naïvement qu'un autre monde était possible, qu'une autre culture, une culture qui nous ressemble, avait droit de citer. Mais les chiens de garde du système nous ont bien fait comprendre qu'il ne fallait pas se réjouir et que tout cela n'était peut-être que de malheureuses erreurs de casting. Les Lefebvre, les Miss France, les Miss Provence dans les médias, sur les réseaux sociaux, on peut leur taper dessus. C'est généralement courageusement anonyme et ça fait du bien. Il ne faut pas s'attendre, bien sûr, à un peu de justice pour venir contrecarrer toutes les insultes qui les ont inondés. Les flots de haine, ça coule toujours dans le même sens, le sens de la soumission au système. Il y en a qui ont le droit de haïr et curieusement, ils ne seront jamais inquiétés. Il faut tout simplement être du bon côté. Prenons le cas de la pauvre Miss Provence. Elle s'est fait injurier et insulter pour ses origines. Eh bien, les associations droits de l'homiste ont trouvé le moyen de condamner l'antisémitisme dont elle faisait l'objet, mais n'ont jamais, au grand jamais, désigné les coupables ou l'origine des attaques, tout en sous-entendant quand même que cela pouvait avoir un parfum d'extrême droite. SOS Racisme, quant à elle, a préféré garder un silence poli du genre « courage, fuyons ». Je ne vous ferai pas de dessin, mais l'on sait parfaitement aujourd'hui en France d'où vient l'antisémitisme. Il ne vient évidemment pas de secrets adorateurs d'Adolphe le Moustachu, mais plutôt de banlieusards barbus. En cette fin d'année, nous avons pu, l'espace d'un instant, voir briller une France que nous aimons. La France qu'aimait tant Jean-Pierre Pernaut, le regretté présentateur du journal télévisé de TF1 à 13h. Cette France, il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas. Ils ont tous les droits, même celui de partir si cette France-là ne leur plaît pas. Quant à nous, nous continuerons de l'aimer et nous nous battrons sur tous les fronts autant qu'il le faudra pour que vive cette France-là. Sur ces hautes considérations, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain. Je ne sais pas comment vous vivez la chose, mais lorsque je vais à la pharmacie pour acheter un vaccin, entre la Sécu, la mutuelle, le tiers payant et tutti quanti, je ne sais jamais vraiment combien cela coûte. Alors, comme nos gouvernements européens s'apprêtent à nous balancer des millions d'hectolitres d'intraveineuses sur tout le continent, nous aimerions bien savoir combien va coûter l'opération. C'est légitime, n'est-ce pas? Car qui c'est qui va payer tout ça? C'est Bibi avec mes impôts et les vôtres aussi. Vous allez payer comme tout le monde. Transparence quand tu nous tiens. Madame Eva de Blicker, secrétaire d'État au budget en Belgique, s'est posé les mêmes questions que vous et moi. Un vaccin, combien ça coûte, sapristi? Et elle s'est dit qu'il était parfaitement légitime que les bons citoyens de Flandre et du Brabant en sachent un peu plus. Elle a donc publié sur son compte Twitter un tableau sur lequel on pouvait lire le nombre de doses commandées ainsi que les prix pratiqués dans l'ensemble de l'Union européenne. La malheureuse, c'est le genre de transparence que Bruxelles n'apprécie pas, mais alors pas du tout. Son tweet n'est donc resté en ligne que quelques minutes. Eva de Blicker s'est fait méchamment taper sur les doigts et a dû l'effacer après un rappel à l'ordre de la Commission européenne. Non mais des fois quand même, zut alors! Qu'est-ce que c'est que cette gonzesse? Sur le tableau, on pouvait lire les prix d'achat vaccin par vaccin et des tarifs avec des écarts énormes allant parfois de 1 à 10. Dans le détail, si vous voulez tout savoir, bien que le tweet ait été retiré, vous apprendrez que le moins cher, c'est l'AstraZeneca qui est vendu 1,78 €, tandis que le plus chic et tendance, le Moderna, est vendu pour sa part 18 $.
Madame de Blicker a dû faire son autocritique en bonne et due forme et expliquer que la transparence c'est bien, mais point trop n'en faut. Quoi qu'il en soit, grâce à sa gaffe, qui n'en est pas une, le doute est dans la place et nous aimerions en savoir un peu plus. Quel est donc le vrai prix de revient des vaccins? Comment se fait-il qu'une multinationale puisse vendre un vaccin 1,78 € et une autre 18 $? De combien de milliards de bons gros euros grassouillets les labos pharmaceutiques vont-ils se gaver comme des oies dans les Landes au cours des prochains mois? Les industries du médicament sont nos nouveaux marchands de canons. Des profits indécents, mais c'est pour la bonne cause. Et le tout avec la bénédiction de Paris, de Berlin et de Bruxelles. Que demande le peuple? Sur cette triste considération, je vous souhaite une très belle soirée.